Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur le lupus avec Seldon Bellouni, coach en santé et bien-être, coach somatique, guérisseuse quantique. Bonne écoute! Oui, donc par rapport aux pratiques quotidiennes, tu t'orientes et tu te connectes davantage à ton environnement interne, mais également ton environnement externe. Mais comment tu as travaillé avec les traumas? So I do a mix of releasing. So basically, Je fais un mix entre le lâcher-prise I work one-on-one with a somatic coach. et je travaille en tête-à-tête avec un coach somatique. I've worked with my trauma J'ai travaillé sur mon trauma de plein de façons différentes. a lot of release. Beaucoup de lâcher-prise, ouais, beaucoup de lâcher-prise. Et je suis les impulsions de mon corps. Genre, quand quelque chose survient et veut transiter à travers moi, et j'ai besoin de gérer quelque chose, j'autorise mon corps à gérer ce que c'est. Je le fais pas devant mes enfants, mais quand ils sont avec leur père, je gère la plupart des choses qui peuvent survenir. Le cœur de l'abus qui a pu arriver quand j'étais jeune. Bon, en réalité, je pense que j'ai géré la plupart de ce trauma. Peut-être pas tout, mais une majeure partie, grosse partie. Une grosse partie est sortie lors de sessions énergétiques avec des rituels chamaniques que j'ai faits en réalité. Donc le travail chamanique et le travail sur le corps et le lâcher-prise et son trauma sont très similaires, je trouve. On les appelle par des noms différents, mais le corps, en fait, si tu peux tenir pendant qu'une sensation transite par ton corps, c'est beaucoup de travail ventral que j'ai dû faire pour ça. Et pour le trauma de ma petite enfance, une fois que j'ai pu sentir réellement comme des nœuds, comme de la tension dans mon corps, une dureté. J'ai toujours une tendance à contracter mon abdomen et mon chakra sacré, tu vois. Mais maintenant que j'en suis consciente, je peux le relâcher quand j'y pense. Mais au début, il y a des années, quand j'essayais de gérer et faire le tri dans tout ça, je devais en être encore plus consciente. Et où je travaillais avec l'énergie je suis une travailleuse d'énergie. Je fais ça depuis plusieurs vies. Une grosse partie était intuitive, et une autre grosse partie m'a été enseignée par Irène, et une grosse partie m'a été enseignée par ma guérisseuse Janet. Et donc j'ai fait une combinaison de ces choses, et c'est ce que je fais aussi pendant mes sessions quantiques. Je travaille sur le corps, je travaille sur l'esprit, et mon équipe spirituelle, et je travaille avec des visualisations. Et en réalité, c'est presque... je peux visualiser ce que ça me fait ressentir, ce à quoi ça ressemble. Genre s'il y a une boule d'énergie qui a besoin d'être déplacée, et je peux essayer de la déplacer hors de mon corps. Et bouger mon corps d'une certaine façon pour le relâcher. Ça te parle? Bon, j'espère, je sais pas trop. Oui, ça fait sens. Et c'est pourquoi c'est super important de tester de nouvelles choses, des nouvelles activités. Parce que si tu restes toujours sur le même chemin, peut-être que tu ne vas jamais guérir. Toi, ici, tu nous montres que tu as essayé à la fois des disciplines plus axées sur ta physiologie, mais aussi des activités en rapport avec la spiritualité, le système nerveux, la médecine quantique. Et c'est vraiment important ça, parce qu'on est tous différents. Par contre, je dirais qu'il y a quand même une chose commune pour tous, c'est ne plus être en résistance et devenir familier face aux sensations que nos émotions nous envoient. Parce que l'émotion apparaît toujours avec une sensation, et je suis sûre que toi au début, tu réprimais ces émotions et les sensations. En même temps, c'est vrai que ça peut paraître submergent et impressionnant au début, c'est même difficile, mais tu vois, pour moi par exemple, et tu vas me dire si c'est pareil pour toi, à force de les ressentir pleinement sans résistance, ça a vraiment changé ma vie, car je n'étais plus du tout en résistance, je les acceptais. Des fois pourtant les sensations, elles étaient très denses, très fortes. Par exemple dans mon ventre ou dans mon thorax, ça paraissait hyper rigide ou acide, Ça s'intensifiait vraiment. Mais ensuite, ça se transmute et je sens que ça a switché, que ça s'est modifié, je me sens plus légère.
J'ai dû apprendre à faire ça tous les jours, mais ça a vraiment changé ma vie et calmé mon système nerveux. Ouais. Et je dirais que c'est probablement pareil pour toi. Oui, complètement. Ouais, il y avait des composants de tout ça, mais c'était une grosse partie. Et je travaille encore sur l'activation, genre maintenant, je travaille beaucoup avec mon visage. Je remarque combien de tension j'ai dans le visage, je note combien de tension j'ai dans mes sourcils, dans ma mâchoire. Je remarque combien de colère et autres je retiens dans ces muscles du visage. Et récemment, je travaille beaucoup là-dessus. Et au début de ma guérison, j'étais plus en mode « Oh mon Dieu, je dois guérir ma fatigue chronique ». Tous ces éléments de pétrification. Et une fois une grosse partie de ça est partie, toutes ces activations restent. Parce que c'est là où se trouvent tous nos soucis. Et tu vois, ça c'était beaucoup plus dur en fait. Je savais pas que ce serait plus difficile. J'étais en mode... Oui, je pense que c'est super important pour ceux qui ne savent pas ça. Ouais. Parce qu'en effet, il y a différents états du système nerveux autonome. Tu as le fameux combat-fuite, fight or flight. Imagine par exemple si un animal te pourchasse, tu vas fuir ou tu vas combattre. Mais tu as aussi ce que l'on appelle freeze ou shutdown, c'est-à-dire la réponse d'immobilisation parasympathique dorsale. En fait, le corps qui réagit en faisant le mort pour décourager l'assaillant ou qui se prépare à mourir d'ailleurs. Ouais. Donc par exemple avec la fatigue chronique, ce genre de choses. Et je pense que les gens doivent comprendre qu'en dessous de cette réponse d'immobilité du système nerveux parasympathique, il y a une grosse dose d'activation du système nerveux sympathique, donc combat-fuite. Et l'immobilité est au-dessus de tout ça. Top of the pop, la cerise sur le gâteau. Mais en dessous, il y a toute cette mobilisation, donc ce stress, cette agitation. Donc quand tu travailles sur la partie d'immobilité, de gel, il est normal que tu finisses par ressentir beaucoup d'anxiété, ou d'irritabilité, d'agitation ou de colère. Quelque chose qui n'était pas très connu pour ton système, mais en fait qui ressentait plus rien. Et peu de personnes savent ça, mais c'est un processus normal. Donc je suis vraiment d'accord avec toi, et je ne savais pas tout ça avant, évidemment. Tout le temps. Ouais, je le savais pas non plus, je pensais que je faisais marche arrière. J'étais en mode quoi ? Je viens de relâcher tous ces trucs et j'ai plus de fatigue, j'ai plus de douleur corporelle, j'ai plus de... Bon, touche du bois. Toutes ces choses qui existent en moi, elles sont parties. Et je veux aussi dire, hein, mes tests ne montrent plus aucun signe de lupus. Tous ces résultats maintenant sont normaux. Et c'est le truc, ouais, c'est important. Mais quand j'ai déplacé tous ces gros trucs, je dirais que le lupus était dans toutes ces couches de gel, d'immobilité du système nerveux parasympathique dans mon corps. Comme si c'était prisonnier dans ces parties-là, dans ces strates. Il y avait des strates de... Et j'étais tellement chanceuse, je crois que j'étais tellement prête à guérir ce travail du système nerveux que les plus grosses parties en surface se sont dissipées assez rapidement pour moi. Mais ensuite, ce qui se trouvait en dessous, j'étais pas préparée. J'étais genre, ah ouais, toutes mes émotions sont revenues direct parce que l'état d'immobilisation du système nerveux engourdit les émotions. C'est comme mettre un pansement, comme des médicaments. Tu vois, c'est une ressource qui engourdit et anesthésie et tu ressens plus rien. Et le truc, c'est que comme je pouvais pas non plus ressentir de la joie, je pouvais pas ressentir de la compassion, je pouvais pas pleurer pendant des années. Et donc, quand cette pétrification est partie, j'étais submergée par la quantité d'émotions que j'avais accumulées. Et je continue de gérer différentes strates de tout ça, quoi. Oui, je pense que c'est un travail d'une vie. Ouais. Il y a du boulot. Oui. Bien sûr, il y a tellement d'émotions qui remontent à la surface. Ouais. Elles ne vont nulle part, elles restent dans votre corps. N'oubliez pas ça, mes auditeurs. Oui, et ce qui est incroyable, c'est... Aujourd'hui, j'étais partie courir et je suis souvent passée devant cet arbre en courant, probablement une centaine de fois. Mais du coup, je sais pas, j'ai regardé cet arbre magnifique et j'ai remarqué toutes les branches et toutes les couleurs différentes et toutes ces choses. Et je pouvais presque sentir la présence de l'énergie de cet arbre et de toutes les choses vivantes, les petits insectes, les écureuils, tous ces êtres qui existaient dans cet arbre. Et j'étais tellement submergée de joie que presque j'en avais des larmes aux yeux. Et genre, ce sont des choses que j'avais ratées pendant presque 40 ans de ma vie, tu vois. C'est vraiment marrant que tu dises ça parce que c'est ce que j'écrivais sur Instagram aujourd'hui. Je disais que j'avais eu pas mal de troubles alimentaires, anorexie, dysmorphophobie. Et quand j'étais en vacances, par exemple, et que je me baladais sur la plage ou à la montagne,
J'essayais toujours de perdre des kilos, d'être hyper active. J'étais pas du tout focus sur la beauté de la nature. Ouais. Je m'en fichais, je voulais juste perdre du poids. Et maintenant, c'est complètement l'opposé. Et c'est marrant que tu parles d'un arbre parce que depuis quelques temps, j'ai envie de me connecter aux arbres et de leur faire un câlin, littéralement. Ouais, je Je sais. pensais que les gens qui faisaient ça étaient un peu étranges, d'une certaine manière. Et maintenant, je me sens complètement attirée par l'énergie des arbres, comme s'ils m'appelaient. Donc je le fais, je me fous bien du regard des autres, en tout cas j'ai appris à m'en détacher, Ouais. mais ça montre à quel point j'étais déconnectée et dérégulée de mon propre environnement, interne et externe. Ouais. Et c'est pourquoi c'est si beau de guérir, parce qu'on s'ouvre à de belles choses simples et naturelles. On revient au basique. Yeah, absolutely. Ouais, absolument. Je sais que c'est incroyable de réaliser qu'on a raté ça pendant tellement longtemps. Et c'est pas pour critiquer, mais c'est le process par lequel on doit passer. Mais c'est juste incroyable et ça fait prendre du recul par rapport au grand nombre de personnes qui vivent encore comme ça. Et de plus en plus. Ouais, je sais. C'est fou. Ça me ramène au sujet de la parentalité. Parce que pendant les premières années de vie de mes enfants, j'avais pas cette partie de compassion. J'arrivais pas à ressentir ça. C'était presque comme si mon empathie et ma sympathie n'étaient pas activées. Et j'étais très dure avec eux, j'étais vraiment dure. Maintenant, c'est que de la compassion. C'est comme ça que je les éduque, que de la compassion. And it's unbelievable to see how they have healed. Et c'est incroyable de voir comment eux ont guéri, tu vois. Via ma guérison, ils guérissent de leur propre trauma, tu vois aussi. Oh my God, it's a ripple effect, you know. Et c'est un effet domino. Ma relation avec mon père a changé, ce qui est incroyable. Ma relation avec mon ex, le père de mes enfants, a changé. J'ai maintenant un compagnon incroyable qui fait aussi ce travail. Et je suis dans une relation et un partenariat que je n'imagine même pas. Parce que je savais pas que je pouvais... Enfin, ça vous paraît très étrange. Parce que ça semble que ça devrait être naturel chez les humains. Je veux dire, c'est notre droit en tant qu'humain d'aimer. Mais quand on est fortement traumatisé, on ne peut pas accéder à cet amour. Comme s'il y avait trop de peur autour de cet amour. C'est pas pur, donc ça fait peur. Et il y a tout cet attachement anxieux et toutes ces choses, et on repousse les gens, et on crée des tempêtes parce que c'est ce qu'on a toujours connu. Et donc ouais, maintenant j'ai cette relation magnifique avec cet homme incroyable. Ouais, je veux dire, c'est incroyable, vraiment. Parlons un petit peu de tes enfants, parce que bien sûr, il y a un avant et un après, et tu as un peu parlé de ça, hein. Mais comment c'était d'être enceinte avec tes symptômes, mais également d'être une nouvelle mère avec ton état de santé? Ça a dû être difficile. Et tu sais, j'ai parlé avec une amie aujourd'hui, elle a accouché il y a peu de temps, et c'est vraiment compliqué cette période, hein, mais elle est en bonne santé globalement. Alors quand tu as des douleurs ou que tu as des symptômes, je ne sais pas si les hormones t'aidaient ou empiraient les symptômes, mais raconte-nous. Oh God, it was so hard. I honestly Ouf, c'était vraiment dur. Je sais vraiment pas. Je veux dire, cette phrase est vraiment forte. Je sais pas comment j'ai réussi à le surmonter. Je sais vraiment pas. Genre, ces premières années avec mes 2 enfants étaient les années les plus difficiles de ma vie, tu vois. Et ça, c'est pas peu dire. J'avais beaucoup de traumas. Je sais pas comment comparer. C'est différent, mais je dirais qu'en termes de santé, c'était le plus dur. Parce que ma santé s'est empirée et premièrement, mon fils, j'ai eu un accouchement très traumatique avec lui. Parce que j'ai essayé d'avoir, je sais pas si vous savez ce que c'est qu'un VBAC, en français c'est un AVAC, accouchement vaginal après césarienne. Donc j'ai dû avoir une césarienne avec ma fille, qui était ma première. Puis avec mon fils, j'avais voulu essayer par voie naturelle et... Ah, parce que tu ne peux pas quand tu as déjà eu une césarienne? Well, you can. But some doctors say it's Eh bien tu peux. Mais certains médecins disent que c'est dangereux. Certaines personnes plus holistiques disent que ça l'est pas, donc... I tried to do, it's called a VBAC. And a lot of allopathic doctors will do that. Donc j'ai essayé de faire un AVAC, et beaucoup de médecins allopathiques le pratiquent. Hein. Mais ils cherchent des signes avant-coureurs, ils checkent tes taux, ils vérifient que tout va bien. Et pour eux, a priori, j'allais bien. Mais j'ai fini par avoir un accouchement qui a duré 3 jours pour mon fils.
J'ai poussé pendant des heures et on a fini par une césarienne en urgence parce que je pouvais pas le sortir, tu vois. Et je crois que c'était lié au trauma qui existait déjà dans mon utérus, donc Ouais, ça fait sens. précipité, tellement précipité. Je pouvais pas, enfin, il voulait pas descendre, en gros. Je crois que c'était lié à mon corps. Genre, il refusait de bouger. Et enfin, peu importe. Et ensuite, ce que je pense qui s'est passé est que, je veux dire, toutes les choses s'accumulaient à ce moment-là. Mais après l'avoir eu, mon état de santé a vraiment empiré et j'ai vraiment... C'était des semaines et des semaines à pas pouvoir sortir du lit. Et comme je disais tout à l'heure, c'est là que tous mes symptômes neurologiques ont commencé à apparaître. La mémoire, la confusion, les fourmillements, mon corps était... Je veux dire, j'étais complètement déphasée avec mon corps parce que si je sentais tout ce qui se passait, j'avais déjà des crises d'angoisse et tout, de l'insomnie. Et mes pauvres enfants, ces premières années, c'était dur. Et c'est pas étonnant qu'on savait pas fonctionner avec mon mari à l'époque. Maintenant, je peux en rire. On a une super relation maintenant. Et on n'était pas fait pour être ensemble. C'est pas grave. Mais c'était des années très difficiles. C'était très 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 dur physiquement, très dur mentalement, très dur émotionnellement, tu sais. Ouais, genre je savais pas me réguler pour être une mère, pour être présente avec mes enfants. Bah tu vois, j'étais obsédée par l'allaitement. Avec mon fils, j'étais carrément obsédée par la santé. Mais ensuite, je suis allée trop loin. J'ai pompé mon lait pendant 10 mois parce que mon fils n'arrivait pas à attraper le sein. C'était tout un truc. Et je faisais des trucs extrêmes qui, en fait, détraquaient encore plus mon système nerveux. J'ai imposé le régime GAPS à toute la famille. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est l'équivalent d'un régime kétogénique. Ma fille avait des problèmes de santé. Maintenant, je pense que ses soucis étaient liés à mes soucis du système nerveux. C'était juste... C'était un grand bordel. Désolée pour le langage, mais c'était un gros bazar. Mon propre enfer. Un sérieux bordel. Tu peux le dire, c'était un putain de bordel. C'est souvent le cas quand tu découvres une piste pour guérir, notamment la nutrition. Ouais. Tu veux le faire super bien, à 100%, bon élève. Ça devient super extrême et donc pas sain. Et ça ne marche pas sur le long terme pour ta santé en fait, parce que restriction et contrôle ne font pas bon ménage avec la santé. Ouais. J'étais comme toi, super rigide. Ouais, j'en ai eu. Je peux comprendre le rapport avec les troubles du comportement alimentaire parce que j'en ai eu aussi, entrecroisé au milieu de tous les autres symptômes. Ah bah j'ai toujours été tellement obsédée par mon poids, mon apparence, toutes ces choses. Et maintenant, quand je travaille avec des personnes et que ces personnes me disent « je veux faire une détox extrême », donc oui, quand les gens me disent « je veux faire une purification, je veux faire une détox », je suis immédiatement... C'est le système nerveux. Quand ils veulent ces protocoles extrêmes et ils veulent faire quelque chose de très rapide et très dur et très intense, des fois ils parlent de jeûne avec de l'eau, l'ayahuasca et tous ces trucs un peu délirants. Je sais que c'est le système nerveux parce que... Ça peut être relié à la peur, effectivement, et donc lié également à la dérégulation du système nerveux, oui, complètement. C'est super car au moins maintenant, tu en es consciente et tu peux leur dire « Non, ne prends pas cette route !» Complètement, ouais, je sais. Et il faut ralentir, pas vrai? Les gens doivent lever le pied et ressentir ce qui est en train de se passer. On adopte, tu sais... Je trouve ça vraiment super que tout le monde traverse un réveil spirituel. La planète traverse des changements et transitions majeures et c'est super. Désolée, c'est ma chienne. T'inquiète, j'ai aussi un chien, enfin une toute petite chienne, et quand elle aboie, c'est généralement assez strident, contrairement au tien. Et tu peux toujours entendre quand je fais des vidéos ou autres, tu peux entendre ces petites papilles sur le sol, et moi qui fais des allers-retours. Maggie, viens là. Maggie, come here. Maggie, come here. Anyway, Et je me demandais, quelle est ta relation avec tes enfants maintenant? Parce que tu nous as dit que c'est différent et que la santé de ta petite fille s'est améliorée, que tu as plus de compassion envers toi-même. Mais comment ça se passe maintenant que tu as tellement changé? Ouais, c'était compliqué.
Maintenant, d'abord, je crée de l'espace pour eux. Et les enfants... Honnêtement, le truc, c'est que quand on complique la parentalité, quand être parent semble vraiment difficile, c'est qu'on est dérégulé. Tu vois ce que je veux dire ? Car en fait, si on est régulé, l'éducation, en fait, c'est assez simple. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Hein. Et évidemment, c'est différent selon les âges. Maintenant, mes enfants ont 7 et 10 ans, donc ils s'habillent tout seuls, ils se nourrissent tout seuls. Enfin, bon, ils ne se font pas à manger tout seuls, je leur cuisine toujours à manger, mais ils mangent par eux-mêmes. Ils font beaucoup de trucs par eux-mêmes, ils sont plus indépendants. Mais malgré tout, l'éducation des enfants devrait être simple, tu vois. Ils ont besoin d'être dans la nature. Ils ont besoin de ton attention. Ils ont vraiment besoin de toi pendant ces premières années, où ils ont besoin que tu t'occupes de leurs besoins primaires. Et ça reste basique, et ils ont besoin d'être portés, câlinés. Ils ont besoin d'amour. C'est comme une plante ou un animal. Enfin, bien sûr, c'est plus nuancé. Et évidemment, c'est plus important que des enfants. Enfin, c'est des enfants, quoi, mais... Mais ce sont les mêmes principes qui font pousser n'importe quoi. Et ensuite, plus tard, quand ils grandissent et commencent à poser des questions, genre... tu vois, ces questions qui te laissent comprendre que leur petit cerveau fonctionne. Ils cherchent à comprendre et veulent en savoir plus sur le monde. Et maintenant, par exemple, ils sont très curieux à propos de mon travail, ce que je fais, qui je vois, et toutes ces choses. Et ma fille veut que j'aille faire un cours sur le système nerveux dans sa classe. Elle me demande devant d'autres enfants. Ouais, donc ces choses arrivent et c'est génial. Et encore une fois, maintenant que je suis régulée, je sais comment intégrer ces choses dans mon planning. C'est pas difficile, mais quand t'es dérégulé, c'est incroyablement difficile et accablant. Et donc, bref, tout ça pour dire, sans vouloir avoir l'air encore de radoter sur ce point, que l'état dans lequel se trouve ton système nerveux est hyper important. Et donc je dis à tous mes amis, j'ai plein d'amis plus jeunes que moi, qui sont dans leur trentaine et veulent tomber enceinte, et je suis genre, travaille sur ton système nerveux. Elle me dit genre ouais, je veux tomber enceinte l'année prochaine, et je leur réponds, passe cette année à travailler de façon constante sur ton système nerveux. C'est la meilleure chose que tu puisses faire pour ton bébé. Parce que quand le bébé va arriver, et que t'es debout toutes les nuits, que tu manques de sommeil, t'es complètement déphasé, c'est tous ces trucs-là qui vont provoquer ta dérégulation. Toutes ces choses. Donc si t'as pas déjà des bases ou des outils, tu vas juste rentrer dans une spirale d'accablement. Et on ne veut pas être accablé quand on a un bébé, tu vois, parce qu'on va rater ces... C'est le truc avec les enfants, tu vois, une fois qu'ils ont passé cet âge, l'étape bébé est passée, l'étape des 2-3 ans est passée, l'étape des 4 ans, 5 ans, une fois que c'est fini, tu le récupères plus, tu vois. Et si on est régulé émotionnellement, on peut vraiment apprécier ces moments-là et être présent. Il n'y a pas eu beaucoup de moments pendant la toute petite enfance de mes enfants où je me souviens d'avoir été vraiment présente. Et ça me paraît vraiment très lointain. Mais je suis là maintenant. Vaut mieux tard que jamais. Ouais, exactement. Mais tu peux voir qu'ils ont changé parce que tu as fait ton travail. Ouais. Et aussi pour mes auditeurs, un bon moyen de savoir si vous êtes dérégulé, regardez à quel point vous êtes triggered, c'est-à-dire à quel point certaines personnes ou situations vous enclenchent des émotions difficiles et ce, rapidement. Ça peut vous guider beaucoup. Exactement. Trouve ce qui réveille un trauma chez toi. Exactement, c'est ça, carrément. Je veux dire, je pense que tout le monde est dérégulé en vrai, à moins qu'il travaille dessus, à moins de travailler dessus depuis des années. Et pour pas faire flipper les gens... Et moi, j'ai guéri très rapidement cette grosse partie de moi dont je parlais tout à l'heure. Et donc, même si je suis pas complètement régulée, à chaque fois, chaque couche a guéri une nouvelle partie de moi-même. Une partie de mes symptômes, m'a rapproché de mon moi authentique, ce que je veux être. Donc chaque couche est importante. Même si ça peut prendre des années avant d'atteindre la régulation complète, chaque partie reste importante.
Et tu sais, souvent, on passe des années de thérapie à essayer de se souvenir et de comprendre des traumas profonds, mais des fois, on ne peut pas s'en souvenir cognitivement, et c'est OK. On peut quand même travailler, relâcher le stress de survie stocké dans notre corps. Ouais. On n'a pas tout le temps à essayer de se souvenir, parce que des fois, c'est juste pas accessible, pas possible pour l'instant. Si on se concentre sur notre corps avec le travail somatique, ces mémoires peuvent d'ailleurs remonter à la surface, mais ce n'est pas une priorité au début. Ouais. L'important, c'est de ressentir ce stress stocké en soi. Ouais. Je crois que si tu te souviens, t'es censé te souvenir. Si tu te souviens pas, t'es pas censé t'en souvenir. Si tu t'améliores à ressentir les choses, tu peux savoir où se trouve bloqué quelque chose. Par exemple, j'ai relâché une tonne de choses, mais je savais pas ce que c'était ou ce que ça représentait. Ouais. Pour moi, la plupart du temps, complètement. Souvent, je n'ai pas trop de souvenirs pour mes traumas, hormis quelques-uns, mais je ressens vachement le stress de survie dans mon organisme. Certaines personnes qui travaillent sur les traumas se souviennent, mais pour moi, c'est pas vraiment ça. C'est plus des sensations, c'est plus somatique, mais c'est OK, ça dépend. Yeah. Well, sometimes what I think is really cool is sometimes we can release Ouais. something. Ouais. Bah, des fois, ce que je trouve cool, c'est que des fois, on peut relâcher quelque chose et ça peut être rattaché à beaucoup de traumas différents. Genre, j'étais en train de gérer... il y a quelques semaines, je dormais pas bien. J'étais réveillée au milieu de la nuit. Je savais que j'avais des activations dans mon corps et j'avais besoin de bouger mon corps. Enfin, mon corps a besoin de bouger. Mais je me suis allongée, j'ai commencé à mettre un exercice neurosensoriel et voir ce qui se passe. Et exactement comme je le pensais, mon corps a commencé à bouger, à trembler, mes jambes ont commencé à faire courir dans tous les sens pendant genre 20 minutes. Et mon corps voulait pas s'arrêter. Il y avait tellement d'énergie dans mon système qui voulait en sortir. Et j'arrêtais pas de me souvenir de toutes les fois au cours de mon enfance où je voulais partir en courant de chez moi. Et je me souvenais de certaines fois pendant mon adolescence, mais la vérité, c'est que cette réponse de fuite et ce sentiment de pas être en sécurité a duré pendant des années. Et encore une fois, je blâme pas mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Mais je pense que beaucoup d'enfants ressentent ça. Beaucoup d'enfants ont grandi en voulant partir de chez eux, c'est pas une histoire unique. Mais je me suis dit, je suis pas en train juste de relâcher un moment unique où je voulais partir de chez moi. Je suis en train de relâcher beaucoup de moments, des années de réactions de fuite que j'ai jamais pu accomplir. Et je savais ce que c'était, mais je me déroulais pas le souvenir à chaque fois, je savais pas à chaque fois de façon individuelle, mais je savais ce que c'était. Tu insistes aussi vraiment sur le fait que le corps n'est pas contre toi. Je suis complètement d'accord, car généralement quand on souffre, on pense que c'est la faute de notre corps, qu'il est le bad guy, le méchant, alors qu'il essaye tellement de nous aider. Ouais. Les symptômes ne sont pas l'ennemi, et c'est vraiment important de le comprendre pour guérir. Ouais, les symptômes, c'est des portails. J'aime beaucoup utiliser ce mot, parce que notre guérison comporte des portes. Et notre corps nous fournit toujours des signaux. Il y a toujours des signaux d'alarme qui nous disent qu'il y a un souci, que quelque chose cloche ou quelque chose est déréglé et que ça a besoin de notre attention. Le problème, c'est qu'on est dans une société où on ne nous apprend pas à faire attention à notre ressenti interne. On est habitué et programmé à aller demander conseil à des personnes extérieures, tu vois, pour nous dire ce qui va pas, pour nous dire ce qu'on est censé faire. Tout ça alors que tout existe au sein de notre corps. Et ça commence avec les symptômes. Genre, si je devais raconter une histoire, si je devais, regarde aujourd'hui, alors que je raconte mon histoire, j'ai commencé par mes symptômes, tu vois. Tout ce qui m'est arrivé, toute la guérison qui a eu lieu, ça n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas cherché à comprendre mes symptômes qui se manifestaient dans mon corps. Et ce sont eux qui m'ont guidée, ce qui m'a... Ouais, quand j'étais capable de sentir mes symptômes en profondeur. Oui, d'abord, tu relâches la peur autour de comment ton corps se sent. Tu commences à faire confiance au fait que, malgré l'inconfort de ton corps, il essaie de faire quelque chose. Et ensuite, tu ouvres l'accès pour le déplacer.
Parce que tant qu'on le ressent pas, on peut pas le déplacer, tu vois. Ouais. Exactement. Donc c'est nécessaire de pouvoir le ressentir. Tu dois le ressentir pour le libérer. Ouais. Oui, ce sont des messages, je suis totalement d'accord. Ouais. Comme le sont nos émotions. Ce qui est vraiment important d'apprendre, c'est de gérer nos émotions. Car tu as d'ailleurs eu les pires symptômes au moment où tu as divorcé et pendant des challenges émotionnels forts, c'est ça, hein? T'as vraiment étudié le sujet, Léna? J'allais le dire plus tôt parce que quand je parlais de... Ouais, quand j'avais les souvenirs, c'était autour du moment où j'avais ces rêves et je priais. Je demandais des choses, des réponses. Je venais de divorcer. Enfin, de quitter mon ex, déraciner mes enfants. Et donc, c'était déjà un moment éprouvant à traverser. Et ensuite, j'ai découvert quelque chose à propos de mon ex. Et ça a déclenché... En fait, j'appellerais ça le déclencheur, mais ça a réveillé tous mes traumas d'abandon, d'attachement, toutes ces choses, tous ces autres traumas que j'avais. Mais si c'était pas arrivé, je pense que le process pour réussir à tout relâcher m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et en réalité, j'avais besoin que ça arrive avec lui. Bon, au final, mon cœur a été brisé. Super, super, super brisé. Vraiment le pire, je pense, de toute ma vie. Et ça a déclenché tous mes autres chagrins d'amour. Et donc, tous mes chagrins sont remontés. Tous les sentiments de se sentir indigne, de ne pas mériter d'être aimé, de ne pas être suffisant, de pas être... Enfin, il y avait tellement de choses attachées à cette histoire. Et j'étais HS, je pouvais pas fonctionner pendant des semaines. Je sais plus, c'est peut-être même proche d'un mois. J'étais genre... il a dû venir chercher mes enfants parce que je pouvais même pas m'occuper d'eux. Et il y avait une fois où je me suis levée du canapé pour faire un truc dans la cuisine, je me souviens plus quoi, prendre un verre d'eau ou un truc à manger, je sais plus. Quelque chose s'est passé dans la cuisine où j'ai juste fondu en larmes. Mes jambes... Ma douleur aux jambes était particulièrement intense quand j'avais des poussées de symptômes. Et mes jambes ont lâché. J'étais sur le sol de la cuisine. Mon ex arrivait. J'ai réussi à demander mon téléphone aux enfants. Et je l'ai appelé pour lui dire « Il faut que tu prennes les enfants ». Il est arrivé et il a dû m'aider pour que je réussisse à retourner sur le canapé. Je pouvais pas. Mes jambes ne fonctionnaient plus. C'était super flippant. Et c'était une de ces poussées où tu penses que ça se finira jamais. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Genre, est-ce que ça y est, c'est la fin? Genre, qui va prendre soin de... Oh, je peux même pas te dire combien de fois je me suis demandé qui pourra prendre soin de mes enfants quand j'en serais incapable. Je pensais que 45 ans, c'était la fin. Genre, si je comprends pas, si j'ai pas tout géré d'ici 45 ans, je vais avoir besoin de trouver qui va être la mère de mes enfants. Et c'est un sentiment extrêmement effrayant de ressentir ça. Ouais, mais regarde, je suis là à 45 ans. Et comment tu gères tes émotions maintenant? Oh, je pleure, mais pas comme ça. J'ai pas assez, genre... Je ressens plus... Les douleurs, tout ça, c'est parti, et j'ai plus les histoires. Les histoires, la victimisation, le sentiment d'indignité, la honte de soi. Tous ces trucs. Tout ça, ça prend ce qui existe déjà, et ça en fait une spirale qui va juste... Donc j'ai plus de douleurs corporelles, j'ai plus de fatigue chronique, ni d'histoire, donc... Sans toutes ces choses d'activer, s'il y a quelque chose de gros que je dois gérer, je pleure. Je peux peut-être y passer une après-midi, une journée ou un dimanche par exemple sur le canapé ou
En devant travailler pour faire passer ces choses, mon corps peut se sentir plus lourd, mais c'est pas... Je suis pas complètement HS. Je peux toujours me lever et promener mon chien, je peux toujours m'occuper de mes enfants, je peux toujours faire tout ce dont j'ai besoin de faire, mais au milieu de ces moments-là, je trouve des moments pour me reposer. Et je suis consciente que je traverse un process, je suis consciente de mon process, je viens de traverser... Tiens, c'est un bon exemple. J'ai traversé un truc avec des amis il y a environ 6 semaines. Il y a eu une incompréhension, des sentiments d'abandon qui ont ressurgi, et je suis sortie de là en me sentant triste, un chagrin qui est remonté, de la vulnérabilité qui est ressortie, des pleurs ont surgi et j'ai pas... Je l'ai géré, mais il n'y a pas eu de jour où je me serais complètement effondrée, disparue de la surface de la Terre. Enfin, je pouvais toujours me lever, m'occuper de moi-même. Oui, parce que tu te laisses moins dominer par la peur. Tu sais que c'est juste une émotion, donc tu n'as plus à te laisser influencer par les pensées quand tu es dans ces densités, Ouais. quand tu es dans ces émotions. Donc tu as plus de recul par rapport à avant. Ouais, c'est presque comme si tu le regardais, t'es en mode oh, c'est en train de se produire. Je reconnais, je sais exactement ce que c'est. Je sais que c'est en train de passer. Il n'y a plus jamais de moment où je suis genre ça va jamais finir, ou comme j'étais avant, quoi. Genre, mon Dieu, est-ce que c'est la fin? Genre, j'ai plus tout ça. Et donc, quand on sait que c'est passager, que c'est juste un process qu'on doit traverser, ça rend le tout beaucoup plus gérable. Et tous ces outils qu'on a, le renforcement des liens, par exemple, peut-être que j'ai besoin de passer plus de temps avec mon compagnon ce soir. Peut-être que j'ai besoin d'une promenade plus longue avec mon chien. Peut-être que je dois m'asseoir dehors. Tous ces outils qu'on a maintenant sont super utiles. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi à propos du fait de devenir l'observateur neutre de ses pensées. Ouais. Ça a vraiment changé ma vie parce qu'en fait, je n'avais plus à croire ses pensées. Ouais. Je me détachais d'elles et ça a créé tellement moins de souffrance qu'auparavant. Il faut se le rappeler régulièrement, hein. Mais on est vraiment le soleil et parfois, il y a des nuages qui arrivent, mais il faut savoir qu'ils vont passer. Ouais, exactement. Et le soleil va revenir, tu vois. Je veux dire, le truc, c'est que peu importe la quantité de travail de guérison qu'on a déjà fait, personne n'est exempté de ressentir de la douleur dans cette vie. On va tous... c'est pour ça qu'on est là, en réalité, parce que c'est à travers la douleur de notre corps physique que notre âme va évoluer. Si on n'était pas venu ici pour faire une certaine quantité de travail de guérison, on serait encore en train de se la couler douce dans le monde spirituel. Tu vois ce que je veux dire? On n'aurait pas pris forme humaine. Donc la partie de douleur physique est nécessaire. Je pense que c'est pour ça que... Je pense que c'est important qu'on sente ces choses, tu vois. Oui, complètement. Qu'est-ce qui est nécessaire pour toi dans ta vie quotidienne pour te sentir relaxé et équilibré? Je mange de la nourriture chaude et nutritive, j'aime beaucoup ça. Je me promène dehors. Ici, en ce moment, en plus, c'est tellement beau. Atlanta, ouais. Il fait genre 23-25 degrés, super soleil et... Donc je passe beaucoup de temps à l'extérieur. Bon, c'est une réponse similaire à celle que je te donnais tout à l'heure. Je me balade, je regarde les arbres, prends le temps d'ancrer mon corps dans la terre. J'ai des moments tendres avec mes enfants, des moments tendres avec mon compagnon. Et ouais, j'aime bien regarder certaines séries télé de temps en temps. Par exemple, en ce moment, je regarde Yellowstone. Dernière question. Pour ceux qui souffrent du lupus et n'ont juste plus d'espoir, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je voudrais que tout le monde sache que la guérison est possible. Les gens changent la donne en ce qui concerne les maladies auto-immunes tous les jours. Et ça peut être un parcours long et un voyage intense jusqu'à la guérison. Mais chaque chose que tu fais a un impact. Chaque changement de régime, tu es en train d'apprendre. Même si c'est pas la chose qui va tout changer dans l'instant, tu vas quand même changer ta biologie.
ça a quand même un effet sur toi. Même si c'est dans le domaine quantique, dès que tu t'assois pour faire de la méditation ou du travail sur le système nerveux, ou à chaque fois que tu te connectes à ton toi intérieur, tu es en train de dire à ton corps que la guérison est possible. Tu ouvres une porte de possibilité pour ta guérison. Et même si t'es pas sûr que c'est en train de se produire, je veux que tout le monde le sache. C'est en train de se produire. À chaque fois que tu fais ces pas, tu réaffirmes à ton corps que tu prends soin de lui. Et ça crée un environnement où ton corps peut guérir. Et aussi, et si la guérison est difficile et sortir du lit est difficile, et si t'es pas en état de fonctionner ni de travailler parce que c'est trop dur, mon conseil serait toujours d'y aller mollo, quoi. Fais-toi une liste, pas trop longue, qui soit réaliste et faisable, et juste, si c'est je vais me mettre au soleil pendant 5 minutes aujourd'hui, et que c'est tout ce dont t'es capable, tout ce que tu peux faire, et ben commence avec ça. Et fais ce seul truc, essaye de faire ça de façon constante si possible. Si c'est genre, je vais boire 2 litres d'eau aujourd'hui, ou n'importe, et que c'est tout ce que tu peux faire, et ben tu bois ton eau. T'essayes de t'hydrater au mieux. Peu importe ce que sont ces tout petits pas, si on arrive à se baser là-dessus pour construire des choses, ça fait une énorme différence. Oui, je vois ce que tu veux dire. Où est-ce qu'on peut te contacter? Car tu nous as donné ton YouTube et Instagram, mais est-ce que tu as un site? Ouais, donc mon site web c'est Selden Integrative Healing, guérison intégrante. SELDEN INTEGRATIVE HEALING.com. Je fais des sessions quantiques et du coaching en tête-à-tête. De temps en temps, je fais des stages. Il n'y a pas longtemps, j'en ai fait un. Je ferai peut-être autre chose. Je fais des masterclass. Ouais, tu vois, des masterclass gratuits, des entraînements gratuits, des trucs comme ça. Il y a un lien sur mon site web pour une méditation de réinitialisation surrénale gratuite. Et si tu cliques dessus, tu rejoins la liste d'emails. Donc tu peux te tenir au courant de ce que je fais via ça aussi. Et je suis très très active via ma page Instagram Selden_Bellouni. Et puis ouais, c'est tout. Merci Selden. Merci à toi Léna.